Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners, coup de canon est déjà de retour. L'annonce qu'on attendait tous, que la fanbase attendait tous, l'annonce de notre numéro 9 est enfin tombée. Victor Gyökeres est un joueur d'Arsenal. Lors de cet épisode, accompagné de Nitinia et de Julien, le petit nouveau, salut messieurs, on Bonjour va Raoul. essayer de comprendre pourquoi ce transfert a mis aussi longtemps et de répondre à une question très simple. Victor Gyökeres est-il le profil idéal pour Arsenal cette saison? Mais pour commencer, messieurs, comment allez-vous? Ça va impeccable, Écoute, ça va ça va, impeccable. Raoul, hein? Ouais, et Bah, toi? heureux du Mhm. transfert ou pas? On va déjà commencer par cette question-là. Bah, je me Oh oui, lance. hein, très heureux, hein. Ah, bah, pardon, Vas-y, excuse-moi, excuse-moi, on va y Julien. arriver. On va y arriver. Euh, Vas-y, je te oui, bah, laisse. très heureux, très heureux. Très heureux, Raoul, hein, de ce transfert parce que ça fait, depuis Gabriel Jesus, ça fait longtemps qu'on n'a pas recruté un vrai numéro 9 et là, on l'a. Je pense qu'il va nous faire du bien parce que franchement, la saison dernière, je réclamais un 9, un 9, un 9, il faut un 9. Mais je suis content de ce transfert. Très content en global. Et toi, Julien, de façon globale, satisfait? Ouais, content et puis surtout parce que ça amène un joueur de plus devant. On a vu tous les problèmes qu'il y a eu la saison dernière avec les blessures, donc une solution de plus pour Arteta, c'est surtout ça moi qui me réjouit. Et puis vu les stats du bonhomme sur les deux dernières saisons, ça devrait scorer. Ok. Alors, messieurs, on fonce tête baissée. On va parler de Victor Gyökeres et peut-être comme à mon habitude, je vais peut-être commencer par une petite pique en disant que finalement, la signature de Gyökeres, pardon, clôt de façon radicale le débat sur le numéro 9, un débat qu'on a longtemps lu, ou longtemps vu entre Gyökeres et Cisco. On sait que Bertha a l'habitude de mener plusieurs dossiers de front. Il y avait d'un côté, du côté des clubs allemands, une somme astronomique qui était demandée et pas vraiment une volonté de la part du joueur de venir, alors que Guillaume Quérès, on va y revenir un petit peu juste après, a tout fait pour venir à Arsenal, l'a annoncé à son club. Il est même dit, il a même été dit qu'il avait quitté sa copine, qui voulait rester au Portugal pour venir à Arsenal. Enfin bref, mais la pique, je vais vous la donner maintenant. C'est, j'ai envie de dire que finalement, c'est pas forcément le Suédois que l'on aurait aimé avoir. Ah bah Nitinia, je te vois sourire. si tu te lances dessus, bah écoute, moi je vais te répondre parce qu'on a eu ce débat la saison dernière, on va l'avoir peut-être encore durant cet été jusqu'à peut-être ce qu'il ferme nos bouches, j'espère, Victor Gyökeres. Mais moi effectivement, ma préférence, c'est vrai, c'était Isaac, c'est vrai. On va pas se mentir, c'était bien lui, Alexander Isaac, l'autre buteur suédois, je pense, celui dont tu parles. Il y en a Voilà, qu'un. dans voilà, bah, je pense, hein. Oui, oui, bah, clairement. Je Oui, pense je que te tu parlais parlais pas de pas Zlatan. Ouais, non, non, pas du tout. Non, Euh, non. mais voilà, donc, mais après, on savait que fallait se battre avec Newcastle pour pouvoir les faire flancher. Mais après, j'ai beaucoup d'arguments pourquoi moi je préférais Gyökeres à Isaac là à ce moment-là précis. C'est vrai que si on prend Gyökeres, tu vois, imagine 2 ou 3 ans plus tard. Là, ça vaut pas le coup, mais je pense que là, à ce moment-là, là où en est Arteta, là où en est Arsenal aujourd'hui, je pense que je pense que c'est le bon choix quand même d'avoir pris Gyökeres, même si effectivement moi ma préférence c'était Isaac, mais après je me dis qu'un plan B ou un plan A prime comme Gyökeres, ça faisait sens aussi. Le plan B, Gyökeres, il a quand même une belle gueule. Alors, messieurs, on peut le dire, ça y est, Victor Gyökeres, 27 ans, vient de s'engager avec Arsenal en provenance du Sporting Lisbonne pour un montant estimé à 63
3,5 millions d'euros, on va dire 65 peut-être, avec un bonus de 10 millions. L'épisode Gyökeres a duré quand même un certain temps entre le moment où on se disait que le joueur veut venir chez nous, tout se passe bien, l'annonce est imminente, et en fait, on s'est rendu compte que ça a pris plus de temps que prévu. Et en lisant un petit peu à gauche, à droite sur les réseaux ce qui se passait, en fait, il y a eu des négociations assez tendues et visiblement les négociations étaient sur la partie de bonus, c'est-à-dire que à la base, la valeur annoncée par le Sporting Lisbonne pour Gyökeres déjà en fin de saison dernière, c'était un bon de sortie à 100 millions. Que le club n'était pas prêt à mettre. Il y a eu des propositions et des contre-propositions de fait. Et si le montant de 63 millions et demi était visiblement entre les clubs acté, c'était la partie bonus. Qui portait sur lequel portait le désaccord. Et si on peut expliquer un petit peu rapidement à nos auditeurs, qu'est-ce que la partie bonus? La partie bonus, en gros, c'est des des hypothèses, on va dire, qui déclenchent ou non des bonus. Et ce genre d'hypothèse, ça peut être le nombre d'apparitions de Guillaume Quérez sur les 2 années, sur 2 années ou sur une année, son nombre de buts, son nombre de passes décisives, si le club se qualifie en Ligue des Champions ou pas. Et il semblerait que sur les 10 millions, il y a à peu près 75% de bonus qui, sauf grosse blessure de Gyökeres, grosse contre-performance, qui serait quasiment assurée au club. Et il y a donc du coup 25% approximativement de ce montant du bonus qui serait, ou comment dirais-je, débloqué, à mon avis, en cas de très grande performance d'Arsenal. J'imagine soit un bonus sur un titre de Première Ligue, soit un bonus sur un titre de Ligue des Champions. C'est un peu comme ça que je l'imagine, et c'est pour ça que la finalisation et l'officialisation, pardon, du transfert a pris un petit peu de temps. Est-ce que, messieurs, j'ai été clair sur l'explication bonus d'après vous? Est-ce que vous avez, sur la partie, on va dire, transfert, vous avez des choses à ajouter ou est-ce qu'on peut parler du joueur? Ouais, non, t'as été complet. Il me semble que, il y a eu des rumeurs comme quoi le bonus serait lié à, il y aurait une partie du bonus aussi liée à est-ce que Gyökeres aurait le ballon d'or, par exemple, dans les bonus très difficiles à atteindre. Mhm. Mais oui, non, t'as été complet. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon deal pour ce genre de joueur, 27 ans. C'est plutôt un bon deal. Arsenal le surpaye pas non plus. Oui, c'est surtout ça, Et oui. c'est le montant, c'est le montant. Le montant, vraiment, il est juste pour un buteur aux statistiques incroyables qu'on va en parler tout à l'heure, mais Mhm. je suis d'accord avec Julien. Je pense que les Gunners n'ont pas surpayé, c'est le prix juste pour lui. Et c'est un prix, alors je vais pas dire bradé, hein, clairement pas, mais quand on voit les montants qui étaient annoncés pour Isaac notamment, on a lu dernièrement dans la presse et sur les réseaux que Newcastle avait, je crois que c'était 172 millions Ouais, c'est ça, c'est qui plus de avait annoncé ce 150. Non. prix-là. Oui. Quand on voit que Cisco, c'était combien? C'était 100, dans les 90 C'est 100 millions, je millions. crois, ou C'est 100 100 millions. millions que voulait Leipzig, ouais. Mm. Bon, je trouve qu'on s'en sort très bien financièrement sans prendre un peintre. On va dire ça comme ça. Et en plus de ça, quand on regarde le profil du joueur sur lequel on va s'attarder un peu plus, et par exemple celui-là de Madueke, qui est bien entendu plus jeune que Gyökeres, mais qu'on a quand même payé 60 millions, je me dis qu'on s'en sort. Soit on se dit qu'on s'en sort très bien avec Gyökeres, soit on dit que on a surpayé Madueke. L'un dans l'autre, il y a presque une incohérence entre les deux montants. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Bah, Madueke, tu payes un peu le potentiel, je pense. C'est un gars qui a 23 ans, tu payes aussi le fait qu'il soit anglais, qui joue en première ligue. Ça rajoute toujours ouais, des petits déjà le bonus transfert au entre clubs de montant. première ligue, déjà, tu as l'impression que tu prends 10 millions sans avoir rien fait, quoi. C'est ça. Et puis donc je pense que tu payes surtout le potentiel. Madueke, 23 ans, c'est un talent brut qui a pas encore vraiment explosé son plafond de verre.
Et je pense que c'est surtout ça que qu'Arsenal est parti chercher. C'est un joueur qui va progresser et qui va devenir, enfin, en tout cas, c'est pas le club, qui va devenir un top joueur, top ailier au niveau européen. Gyökeres, tu prends un mec qui est dans son prime, qui est fort tout de suite et qui est vraiment à son plafond, lui, justement. Et le fait qu'il soit un peu plus vieux aussi, bah, tu régules en fonction de l'âge. Tu sais que tu vas pas pouvoir le revendre aussi très fort, ce que tu peux faire avec Madueke, peut-être dans 2 3 ans s'il explose. Tu parlais du prime de Gyökeres. Justement, on va essayer aussi, notamment dans cet épisode-là, de voir quels sont les points forts de Gyökeres, pardon, mais quels aussi peuvent être ses points à améliorer. Et est-ce qu'un coach comme Arteta peut lui, ben, Arteta et son staff, bien entendu, euh, peuvent lui permettre d'atteindre peut-être un palier supplémentaire. Alors, messieurs, très rapidement, si on fait un petit historique de Gyökeres, si on s'intéresse aux joueurs, en fait, il y a déjà un point très positif selon moi, c'est que dans les incertitudes du joueur, et généralement quand on recrute des joueurs qui viennent d'un championnat étranger, et c'est peut-être aussi pour ça que lorsque un joueur vient déjà de Première Ligue, il coûte déjà plus cher avant d'avoir commencé toute discussion. On a eu le même débat avec Zubimendi lorsque l'on a fait le podcast avec Louis et avec d'autres. Les questions que l'on peut se poser, c'est comment le joueur va s'intégrer à la Première Ligue. Et quand on s'intéresse un petit peu à Gyökeres, on se rend compte de quoi, messieurs? On se rend compte qu'en fait, le championnat anglais n'est pas une inconnue pour Gyökeres, puisque, je l'ai dit, il a 27 ans, mais dès l'âge de 19 ans, je vais faire un rapide historique du joueur, dès l'âge de 19 ans, Gyökeres, en provenance de Suède, rejoint le club anglais de Brighton qu'on connaît quand même plutôt bien. Alors, il le rejoint très jeune, il n'évolue pas en équipe première, il évolue beaucoup avec les U21, mais fait quelques apparitions avec, avec l'équipe première, notamment sur alors, déjà quelques matchs sur le banc, histoire de se dire on est là, et puis fait des apparitions un petit peu sporadiques lors de matchs de coupe. En... Donc ça, c'est en 2017. En 2019, il est prêté en Allemagne, au FC Saint-Pauli, où il fait on va dire une trentaine de matchs, il met quelques buts. Puis vient la saison 2020, où il est à nouveau prêté par Brighton, puisque toujours propriété de Brighton. Et en 2020, c'est une année un peu spéciale pour lui, puisqu'en fait, il va être prêté 2 fois. La première fois, il va être prêté à Swansea. Donc, je crois que le prêt se fait pas tout de suite au début de saison. Je crois qu'il est prêté fin septembre, début octobre. Il va à Swansea. Euh, j'ai lu des trucs où on disait que c'était un joueur avec un potentiel intéressant, mais à l'époque, il chope le Covid. Un peu con. Donc, le gars, bah, du coup, tu n'es même pas sur le banc, tu es à la maison et tu es isolé. Tu mets du temps à revenir. Et bah, il commence un petit peu à s'affirmer. Et il veut du temps de jeu que Swansea ne peut lui garantir. Et donc, du coup, en janvier 2021, retour de prêt. Je repars de Swansea, j'arrive à Brighton pour finalement, dans la foulée, dès le mois de janvier, être à nouveau prêté à Coventry City, qui évolue en deuxième division à ce moment-là, je crois. Et il s'engage finalement avec Coventry à la fin de la saison de son prêt, donc en juillet 2021. Et le transfert à l'époque, donc 2021, on est en 2025. Transfert 1 million d'euros pour, je crois que c'était un contrat de 3 ans. Logique, hein, Euh, on est dans la deuxième division anglaise, hein, donc ouais, ouais. c'est normal que ça coûte ce prix-là. Mais là, du coup, tu dis Brighton le vend 1 million. Généralement, tout club anglais, quelle que soit la division, tu as des clauses de Oui. pourcentage sur la plus-value. On est à un Mais million. Il y a 63 millions et demi à peu près, 65 millions. Ça fait Mhm, 64 millions de delta. On est pas mal, hein. Même s'ils prennent 5%, ils récupèrent déjà 3 millions alors que c'est d'un joueur qu'ils mhm. ont acheté très jeune et dont ils ne voulaient pas forcément. Du coup, donc, saison 2021-2022, il s'engage avec Coventry. Au terme de la saison 2022-2023, Coventry fait une très bonne saison.
en deuxième division. Et malheureusement pour lui, malheureusement pour eux, ils échouent au playoff et ils s'inclinent face à Luton. Luton, vous vous rappelez, hein, ce fameux petit stade qui passait au-dessus des Mhm. jardins. Voilà. Donc ils s'inclinent face à Luton. C'est Luton qui sera promu cette année-là. Et lors de la même saison, il termine deuxième meilleur buteur de deuxième division avec déjà 21 buts. Euh, Au total, sur l'ensemble de son parcours en deuxième division, ça représente à peu près une centaine de matchs, exactement 97, et il inscrit 40 buts. Pour ceux qui aiment bien le foot anglais, quand vous regardez d'une part soit la deuxième division anglaise, soit le nom des équipes qu'il y a aujourd'hui en deuxième division anglaise, il y a énormément de championnats qui n'ont pas ce niveau-là en première division. Très clairement, hein. Il y a des clubs historiques qui ont souffert, mais il y a des très très beaux noms dans cette période-là. Et en juillet 2023, donc à l'issue de cette belle saison qu'il fait à Coventry, il est transféré au Sporting pour un montant de 21 millions d'euros. Donc là, la bascule en 2 ans, elle est quand même assez intéressante, pardon, également pour Coventry. Brighton, s'ils ont remis une clause, coucou, me voilà, bah, je reprends un peu d'argent. Et le transfert, à noter que ce transfert-là, à l'époque, à l'été 2023, il devient le joueur le plus cher de l'histoire du Sporting. Donc c'est de dire aussi l'espoir et la confiance que le Sporting met dans ce joueur-là, même si 23 millions en Angleterre, ça te paraît tellement dérisoire dans le championnat portugais, je pense que c'est pas mal. Et on parle quand même du Sporting qui est un des meilleurs clubs. Et pour finir, sans rentrer trop dans les détails, saison 2023, 2024, puis 2024-2025. Le Sporting fait 2 fois champion. La première saison, c'est un champion clairement surprise, dans lequel évolue à la pointe de l'attaque Guillaume Quérès. Il va avoir des statistiques assez hallucinantes. Julien, on y reviendra juste après. À savoir que dès la fin de la première saison, sa clause libératoire, elle est mise à 100 millions. J'en parlais juste avant. Et en fin de saison, il se fait également opérer du genou. J'ai pas trouvé trop d'infos, mais visiblement, c'est une petite blessure ou quelque chose. C'est pas les croisés, c'est pas le ménisque, etc. Et il a une petite opération et je crois que la clause de 100 millions a découragé tout le monde. Et donc, du coup, il repart sur une deuxième saison où il évolue, donc je le disais, en pointe dans le fameux 3-4-3 d'Amorim. Ils vont refaire champion. Et puis, il explosera en Ligue des Champions. On se rappelle tous du triplé face à City. Et puis maintenant, il est devenu joueur d'Arsenal. Voilà un petit peu l'histoire de Guillaume Quérès. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que dans un monologue qui a duré beaucoup trop longtemps pour nos auditeurs, messieurs, je m'en excuse, ben, Guillaume Quérès a une connaissance déjà du championnat anglais, de sa spécificité aussi physique, de l'ambiance, etc. Et bah, finalement, l'intégration, on peut s'imaginer que, en tout cas sur la culture anglaise, elle est déjà faite en partie. Messieurs, je vous laisse la parole. Qui commence? Allez, Julien, le petit nouveau. On dit quoi de l'histoire de Guillaume Quérès, de sa signature à Brighton jusqu'à finalement l'avènement et son arrivée à Arsenal, où visiblement il porterait un numéro qui va lui mettre énormément de pression. Pour moi, ce numéro-là, il aurait dû être enlevé à vie. Voilà, c'est un avis très personnel. Mais voilà, Julien, t'en penses quoi, du coup? Bah, déjà, c'est le numéro 14, a priori, Ouais, je qui pense va qu'on est. avoir. Ouais. On avait compris, mais Oui, quand c'est pas même. le numéro de Bentner que j'aurais enlevé, clairement pas, mais sachant qu'en plus, Ne il en a touche eu pas à deux, hein, le l'ordre. 26 et le 52. Mais oui, Ne touchons pas Ouais. au Lord. le fameux numéro 14, ouais. Mais bah, tu reviens, tu me parlais de Gyökeres et de sa connaissance du football anglais. C'est sûr que c'est un point fort qui donne confiance, en tout cas en tant que supporter, parce que euh, on sait que l'adaptation en Angleterre, elle est toujours, c'est un step qui est tous les jours il passe, tous les jours ont des difficultés, même les top joueurs. Et même s'il n'a pas vraiment joué en première ligue, il connaît l'ambiance anglaise, il connaît la culture, il sait comment ça joue, de la Championship, tu as dit, c'est un championnat très relevé. Il connaît ces ambiances-là. Et les défenseurs rugueux, ça lui fait pas peur. Maintenant, c'est surtout un joueur qui a explosé vraiment, comme tu l'as dit, assez tard. Il y a 2 ans, quand il arrive au Sporting, il est évalué par Transfermarkt à 13 millions d'euros. Aujourd'hui, il est évalué à 85 millions d'euros à 27 ans.
parce qu'il vient de faire 2 saisons absolument stratosphériques. T'en parlais au Sporting. C'est 97 buts en 2 saisons, en un petit peu plus de 100 matchs joués. C'est fou. C'est quasiment un but par match. On rajoute les passes décisives. On est à plus d'un but enfin, plus d'une contribution par match. Franchement, c'est très, très, très emballant sur le papier, ce recrutement. Et c'est peut-être ce qui manquait, en tout cas, au Arsenal d'Arteta pour passer la seconde et passer peut-être à gagner un gros trophée l'année prochaine. Virginia? Euh, Écoute, moi je trouve que ce recrutement, et tu l'as bien présenté dans ta biographie, Raoul, est plus qu'excitant, rien que par rapport aux 2 dernières saisons. Après, oui, il connaît très bien les ambiances anglaises. Après, à Swansea, et surtout les 6 premiers mois à Coventry, on cherchait surtout où était sa position préférentielle. Ça n'a pas été un pur avant-centre. Il a parfois joué sur le côté dans ces clubs-là. Et à Coventry, Coventry a vu voilà quelque chose qui ont fait que voilà, c'est devenu un avant-centre. À Coventry, c'est quand même 40 buts en 100 matchs, donc c'est déjà pas trop mal. Et là, au Sporting Portugal, il a tout simplement explosé quand, mais je vais pas te paraphraser, tu l'as très bien dit. Moi, en tout cas, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est pas le fait qu'il explose tard, c'est le fait voilà, qu'il a toujours été régulier dans ses prestations durant 2 saisons au Sporting. Alors oui, il y a quelques matchs où il n'a pas marqué de but, où il n'a pas fait de passe décisive, mais surtout, il a toujours été là, toujours été décisif. Et même quand Ruben Amorim est parti du côté de Sporting, ben, il a toujours marqué des buts. Donc finalement, il n'est pas dépendant d'un schéma de jeu ou de quoi que ce soit. Il a toujours mis des buts, notamment contre Boavista. Il a mis un quadruplé, notamment. Bon, Boavista, maintenant, ils sont un peu dans le flou à cause de leur propriétaire, mais, euh, Gérard mais au moins, Lopez, voilà. si tu nous entends, On t'embrasse, voilà, merci. reste où t'es, s'il te plaît. Ouais, reste Voilà, loin surtout. voilà. Mais en tout cas, quadruplé et puis des buts à gogo. Donc, moi, je suis plus que hypé, comme on dit, par ce joueur et par ce qu'il va nous apporter dans notre équipe. Et puis c'est Alors, un joueur qui continue de progresser, excuse-moi Raoul, non, non, vas-y, c'est un vas-y. joueur qui continue de progresser. T'en parlais, Coventry, il a enfin trouvé sa place en étant avant-centre et en claquant 43 buts en 116 matchs exactement. Et puis que l'année 2023-2024, il fait 43 buts en 50 matchs, toutes compétitions confondues avec le Sporting. Et cette année, il a encore augmenté ses stats absolument folles. 54 buts, c'est le meilleur buteur en termes de buts sur les championnats européens, toutes compétitions confondues l'année dernière, même s'il n'a pas eu le soulier d'or parce que les facteurs des championnats sont passés par là, mais c'est celui qui a marqué le plus de buts en Europe, 54 buts en 52 matchs, donc plus d'un but par match. Et même en Ligue des Champions, c'est 6 buts en 9 matchs. Tu l'as rappelé tout à l'heure, Raoul, le triplé contre City. C'est un joueur qui continue à progresser, même en sélection. Il a fait 9 buts en 6 matchs sur cette saison. Il a complètement tout cassé, l'ami Gukas. Alors, je vais continuer à me faire l'avocat du diable, messieurs, puisque je vais dire tout haut les questions que probablement beaucoup se posent, et notamment euh, quand on regarde un petit peu les highlights et le résumé des buts de Guillaume Quérez, notamment dans le championnat portugais, on va pas dire que, messieurs, clairement, je pense qu'il y en a certains que même Raheem Sterling aurait marqué. Donc, il faut essayer de comprendre un joueur qui joue et qui évolue pendant 2 saisons et qui cartonne pendant 2 saisons dans un championnat portugais où il y a deux, voire trois équipes de haut niveau et où le reste est quand même relativement faible. Comment il peut s'intégrer à Arsenal où tous les dimanches, tu vas jouer Chelsea, Liverpool, Man City, Man U, euh, les merdeux de Tottenham, Newcastle, et d'autres belles équipes qu'on a pu voir comme Crystal Palace l'année dernière ou comme Brentford qui, à mon avis, aura beaucoup de mal pardon, cette année. Enfin, je ferme la parenthèse. Donc, du coup, voilà, c'est de se dire, OK, il est bon dans son championnat, il connaît le championnat anglais, la deuxième division,
Il n'était pas aussi performant avant d'aller au Sporting dans le championnat anglais qu'il ne pourrait l'être maintenant. On s'attend clairement pas à ce qu'il mette 40 buts cette saison avec Arsenal. Non, mais il faut quand même qu'on pense à clarifier les choses. C'est un joueur, s'il peut nous ramener en championnat entre 15 et 20, d'un point de vue personnel, pardon, hein. S'il met entre 15 et 20 buts cette saison, je pense que sa saison en championnat, elle sera largement réussie. Écoute, l'année dernière, on n'a pas eu un joueur en championnat qui a mis plus de 10 buts. Bien sûr, non, non, Donc mais déjà, il va déjà, apporter une on n'avait plus-value. déjà pas de serial striker. On avait Havertz qui Voilà. faisait le job, mais voilà. On a eu énormément de Mm, blessures. On n'a aucun attaquant qui a fait une mm. saison complète. Et d'ailleurs, Havertz, avec sa blessure qui a duré presque 3 mois, termine Oui, meilleur là. buteur du club Mm. en championnat. Oui, Oui. Tu ouais. vois, donc il était quand C'est même ça. parti Merci. Mm, en début de mm. championnat. Il y avait quand même le binôme Saka-Havertz où les deux étaient quand même partis pour exploser tous les compteurs. Je reviens après, par contre, sur ce que tu disais sur le niveau du championnat portugais. Effectivement, c'est vrai que le championnat peut paraître faible. J'ai vu beaucoup de vidéos des résumés de Victor Gyökeres pour savoir ce qu'il pouvait nous apporter vraiment de différent de ce qu'on a déjà. Et j'ai quand même beaucoup de différences sur ce qu'il va nous apporter par rapport à ce qu'on fait actuellement. Déjà, lui, ses buts, en tout cas au championnat de Portugal, c'est beaucoup de buts en transition. Tu vois, c'est beaucoup de buts sur la profondeur, sur des ballons donnés en profondeur par ses coéquipiers. Et franchement, très peu en renard des surfaces, on va dire. Il y en a, mais c'est très peu. Et beaucoup de buts sont en transition. C'est comme ça que je fais le Sporting. À Arsenal, à chaque fois qu'on avait une attaque en transition, bah, on s'arrête, on donne la balle à Saka, à Martinelli, mais il se passe plus rien, il se passe plus rien après. Là, il y aura peut-être quelqu'un qui va peut-être bah, nous apporter cette profondeur, ce gain de terrain dont on aura besoin probablement la saison prochaine pour pouvoir faire reculer les défenses adverses. Donc, le niveau, ok, du championnat portugais lui a permis de marquer beaucoup plus de buts. Mais si, comme tu l'as dit, il inscrit au moins une quinzaine de buts, voire une vingtaine de buts, sa saison sera plus que réussie. On a dit la même chose pour beaucoup de grands attaquants, hein, de toute façon, qui arrivent en première ligue. Fernando Torres, Didier Drogba. En ce qui nous concerne, on a Olivier Giroud, voilà, qui a explosé sur le tard aussi chez nous. Je pense que Gyökeres peut avoir une meilleure trajectoire que ce qu'a fait Olivier Giroud, par exemple, chez nous lorsqu'il était arrivé. Bah, Gyökeres, on va l'attendre tout de suite, surtout. C'est-à-dire qu'on va l'attendre dès la saison Hmm. prochaine. Tu viens de t'en parler, Raoul. Faut pas se dire qu'on a recruté Erling Haaland, hein. Il va pas, Hmm. on n'est pas sur ce genre de profil. Par contre, je suis assez d'accord avec toi, Nitinia. C'est un joueur qui a beaucoup marqué en transition et qui va forcément faire du bien à Arsenal sur ce point de vue-là. Mais je pense aussi que, il va surtout aider aussi ses coéquipiers à scorer parce que c'est un joueur très puissant qui va forcément embêter les défenses en Angleterre. Et quand on voit que le nombre de joueurs qui se projettent à Arsenal, Saka notamment, Rice, Odegaard, voire d'autres, Merino quand il est sur le terrain, c'est des joueurs qui vont profiter du boulot de Gyökeres et pour venir scorer et pour améliorer l'attaque d'Arsenal qui était pas flamboyante l'année dernière, notamment dû à cause des blessures, mais aussi dû parce qu'il n'y avait pas un vrai point de fixation devant, à mon sens, c'est un vrai mec qui va vraiment peser sur la défense. J'aime beaucoup la comparaison avec Giroud, Ntilia, parce que Gyökeres, c'est un joueur qui ne rechigne pas à la tâche défensive déjà. Déjà, physiquement, c'est une bête. Le mec, Ouais. je sais pas si vous avez déjà vu Ouais. torse nu, mais Ah ouais. on dirait moi. Je sais pas pourquoi, mais on dirait moi. Mais sauf Honnêtement, sans le gras, voilà. tu vois. Sauf que lui, on voit les muscles. Non, mais physiquement, c'est une machine de guerre. Et Mhm. donc, du coup, la comparaison avec Giroud sur le plan défensif, je te rejoins complètement. Et il y a quand même une caractéristique pardon, qui ressort beaucoup quand tu lis des articles sur Gyökeres, c'est sa spontanéité devant le but. Et c'est-à-dire que c'est un attaquant qui, à un moment donné, au 16 mètres, au 20 mètres, il va pas réfléchir. C'est-à-dire, s'il peut faire le bon contrôle, qu'il le met en position de frappe, il va frapper. Et ça, c'est ce qui nous manque Ça, c'est beaucoup.
Parce Voilà. que Ouais. les crochets, les passes dans les 16 mètres, comme on a connu à l'époque de Wenger, où personne ne voulait prendre le tir et le Et la prendre responsabilité, la ouais. responsabilité du tir, c'était quand même quelque chose Mhm. d'assez assez chiant où on s'est mangé, tiré les cheveux plus d'une fois. L'avantage de ce genre de joueur-là, plein de spontanéité, c'est qu'il va pas forcément rechercher la meilleure mise en situation dans les 16 pour son petit copain qui est peut-être mieux placé, qui lui va refaire le crochet. Je pense notamment à Ødegaard, à Saka, où on manque quand même, où on a manqué cette saison. Martinelli pour ne pas le citer parce que du coup sinon si je le cite pas on va me tomber dessus. Euh, mais lui s'il peut frapper il frappera, s'il peut faire le crochet il fera le crochet. Après il va falloir aussi qu'il ne fasse pas tout le temps la même chose. C'est peut-être là le danger. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'il a le ballon, il est systématiquement dans la recherche de la position de frappe, autour de lui, on risque de voir rapidement des bras se lever et des têtes se baisser par mécontentement. Mais il faut avouer que c'est un profil que l'on n'avait pas encore en phase offensive, et notamment en poste de numéro 9. Et ça, je pense que c'est un gros point positif. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, c'est un vrai finisseur, quoi. C'est un vrai finisseur, c'est un mec qui, comme tu l'as dit, il va pas se poser de questions, il va voir le ballon qui est pas loin de la surface, sa seule envie c'est de la mettre au fond. Mais je suis pas inquiet par rapport au fait qu'il va vouloir jouer solo ou ce genre de choses, parce que le collectif d'Arsenal il fonctionne et tous les joueurs qui arrivent globalement ils se mettent dans cet état d'esprit collectif. Arteta il y arrive bien à mettre tout le monde sur le même projet commun et mais sa spontanéité, il va pas la perdre non plus. Je pense que s'il est intelligent, on voit que le mec avait envie de venir, il va pas se mettre le vestiaire à dos en essayant de jouer tout seul. Ça va venir petit à petit. Il va essayer aussi de s'intégrer parce qu'il y a quand même de la concurrence. On n'est pas sûr que qu'il soit forcément dans la peau d'un titulaire tout de suite, hein. Moi, je demande à voir parce que Kai Havertz, il a quand même des références. On parlait de son début de saison tout à l'heure l'année dernière où il a très bien fonctionné. Lequel des deux va être titulaire sur le début de saison, à voir. Si Kai Havertz il fonctionne bien, est-ce que Gyökeres il va tout de suite prendre la place, à voir. Mais je pense qu'il va surtout se fondre dans le collectif et voilà, être vraiment à la finition et profiter du travail sur les côtés de Saka, de Martinelli ou autre pour Madueke. Madueke du coup Ok, ouais. qui vont ouais qui vont le servir et lui il sera là pour finir. Je pense que c'est un joueur intelligent. C'est un joueur intelligent. C'est pas un mec, tu sais, qui va foncer tête baissée vers la surface de réparation, alors qu'il y a un ou deux défenseurs qui vont l'attendre. Il sait quand même faire quelques crochets. Il a notamment mis un but avec la Suède contre la Belgique. C'était un but avec plein de spontanéité, un crochet, etc. Mais voilà, c'est comme tu le disais très bien, Raoul, c'est un attaquant vraiment différent de Havertz. Havertz, c'est un mec qu'il faut lui donner le ballon dans les pieds. Lui, c'est quelqu'un qui va servir à Odegaard notamment pour donner plus de balles en profondeur. Parce qu'Odegaard, il n'a pas cet attaquant-là pour lui donner des balles en profondeur comme il espère. Donc là, honnêtement, en termes d'attaque, je pense qu'on a maintenant quasiment tous les profils. Maintenant, on a un profil un peu remiseur qui peut conserver la balle avec Havertz. Et on a quelqu'un qui peut prendre la profondeur. Je vais même aller un peu plus loin. Je me demande parfois si on pourrait peut-être oser de jouer à deux attaquants, pourquoi pas. Mais on reviendra peut-être plus tard quand on parlera du schéma offensif et de la tactique lorsqu'il sera sur le terrain. Pardon. Et sur le côté finisseur, je regardais tout à l'heure, il met 39 buts en Liga portugaise sur 30 XG. Donc il est vraiment au-dessus des attentes. C'est vraiment un mec qui sait Mm. finir face au but. Havertz, lui, de son côté, c'est 9 buts en à peu près 9 XG. Donc il est dans les standards, mais il n'est pas surperformant, par exemple. Donc, IG expected goals, hein, Ouais. c'est ça. Mm. C'est le but attendu par rapport à la position du Voilà, joueur, etc. c'est ça. C'est le truc, je me suis toujours demandé comment on calculait ça. Enfin bref, je vais pas revenir sur ma passion de ces stats. Même si pour comprendre le jeu d'un joueur, ça peut être
assez intéressant. Euh, pour rebondir rapidement sur ce que tu disais, Nitinia, je pense que le schéma tactique à deux attaquants n'est pas possible à Arsenal. Ah oui, non, mais Parce, là, parce oui, je que, pense. parce que, en fait, c'est mettre une croix sur Ødegaard. En Hmm. fait, c'est le seul point bloquant au 4-4-2, parce que moi, j'en ai déjà beaucoup parlé, hein, Hmm. de ce système de jeu qu'on avait à l'époque d'Arsenal, d'Arsène Wenger, Ah oui. avec, on avait le binôme Vieira-Petit, par exemple, avec un ailier gauche, Avec, un ailier droit, et on avait en pointe, par exemple, Henry, avec Bergkamp en neuf et demi, deuxième attaquant qui tournait autour. Et moi, ce schéma tactique me plaît beaucoup, notamment quand tu as un joueur comme Declan Rice qui est capable d'aller percuter balle au pied ou d'aller créer le surnombre. Mais la problématique de ce système de jeu-là, c'est qu'est-ce que tu fais de garde dans ces cas-là? Soit tu le mets lui en neuf et demi, auquel cas il va falloir qu'il réinvente son jeu, et je suis pas sûr que c'est sa position préférentielle, soit à ce moment-là, tu le mets sur le banc. Après, d'évoluer en 4-4-2 en cours de match, quand tu as besoin d'aller créer le danger, quand tu es mené, etc., oui, je pense qu'on le verra si on est mené. Donc, moins on le verra, finalement, mieux on se portera. Mais sur un changement de schéma tactique, j'ai du mal à l'imaginer. Je voulais dire quoi? Alors, on a parlé de son côté spontané, on a parlé de son côté aussi investi dans les phases défensives. On peut peut-être parler de son intégration justement, puisque est-ce qu'il arrive comme étant un titulaire ou pas? Les avis divergent quand même sur ça. Il y en a beaucoup je pense que la moitié des gens avec qui je parle me disent non, pour moi, en début de saison, ça va être Havertz qui va commencer et Gyökeres qui va faire des apparitions pour finalement prendre sa place de numéro 9 au fur et à mesure. Comment vous imaginez, vous, l'intégration? Parce que le recrutement d'un numéro 9 pose aussi la question comment dirais-je, du rôle de Kai Havertz cette saison, hein. Même si on joue quatre compétitions, qu'on veut tout gagner et qu'on espère que l'on va avoir beaucoup de turnover et pas forcément toujours le même 11 de la part d'Arteta, mais ça, on peut aussi émettre un doute. Mais comment vous voyez-vous l'intégration, sachant que cette saison, soulignons-le quand même, et grand bravo à Bertha, Arteta et leurs équipes, c'est que à fin juillet, on a quand même tous les postes qui ont été recrutés. Le seul bémol, et peut-être dossier encore en suspens, reste le poste de ce que je vais appeler moi ailier gauche. C'est-à-dire soit un Rodrigo, soit un Eze, qui ne sont pas pour l'instant annoncés. Rodrigo, j'y crois absolument pas. Mais Eze, ça serait peut-être pas trop mal, quoi. peut-être dans les prochaines semaines, Eze, hein. Peut-être dans les prochaines semaines, hein, à surveiller. Ouais, peut-être, ouais. Hmm. 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 Bah écoute, moi je vais rebondir sur l'intégration. Alors je suis un peu d'accord avec ce qu'avait dit Julien il y a quelques minutes. Je pense qu'il sera pas titulaire avant. Je pense qu'on va encore rester sur un schéma avec Havertz, à mon avis, pour le laisser s'adapter, je pense, à Arsenal. Puis il va se contenter donc de jouer peut-être en seconde mi-temps, lorsque le premier match contre Manchester United va arriver. Mais déjà, il faut qu'il fasse ses preuves. Je pense qu'il faut qu'il fasse ses preuves dans le jeu d'Arsenal, parce que nous, on a un jeu de possession. On a un jeu de possession et c'est là où là je mettrais le bémol sur le profil qu'il a. C'est ce qu'il sera capable de jouer en remise, de jouer dans les petits espaces, de combiner avec Saka, Odegaard, Rice, tu vois. C'est là en fait où est le vrai bémol de son arrivée. Parce que marquer des buts, il saura le faire, il va marquer des buts. J'espère, en tout cas, pour nous, il va en marquer. Mais est-ce qu'il saura être ce numéro 9 incontestable, c'est-à-dire marquer des buts, puis ensuite contribuer au jeu? C'est là où j'ai le plus de doutes. Donc, je pense qu'il sera d'abord
sur le banc dans les premiers matchs. Et s'il arrive à faire ses preuves, s'il arrive à marquer, ou s'il profite d'un concours de circonstances, imaginons Mhm. Havertz, il n'est pas revenu en forme de sa blessure, eh ben, il va exploser et il va cartonner chez nous. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est un joueur qui est pas un manchot avec les pieds, mais c'est pas non plus un fin Ah, technicien, c'est hein. pas Zidane, c'est clair. C'est clair, hein. Ah non. Si on regarde un peu Ni la Jésus. précision, non, si on regarde un peu la précision de ses passes, c'est autour de 70% de précision de passe. Kai Havertz, par exemple, c'est plus autour de 80%. Donc il y a une petite différence déjà sur les deux joueurs là-dessus, et ça peut faire dire à Arteta que Havertz reste numéro un, en tout cas en début de saison. Je suis assez d'accord sur ce que tu disais, Nitinha. Et en plus, faut rappeler un petit peu le calendrier d'Arsenal qui va avoir quelques gros matchs très très vite dans la saison, notamment le premier contre Man U. Euh, je pense pas qu'Arteta il va vouloir lancer Gyökeres tout de suite d'entrée face à Manchester United, alors que Havertz est revenu et a priori en forme. En tout cas, il est avec une vraie préparation. Il connaît le club, il connaît le système de jeu, et je pense que petit à petit, on va voir Gyökeres s'intégrer dans le schéma d'Arsenal, et qui va surtout proposer quelque chose de nouveau. On en parlait tout à l'heure. Bah, Havertz, il revient en forme, mais je sais pas si, Enfin, physiquement en tout cas. ouais, parce que je sais pas s'il se doutait que Gyökeres allait venir chez nous, mais si le poste de numéro 9 titulaire doit se jouer au bras de fer, je pense Il a que perdu. Havertz, il est prêt. Je sais pas si vous avez vu la transformation physique d'Havertz. Oui, ouais, ouais, ouais. Elle est incroyable. J'ai l'impression qu'il a passé son été avec Mesut Özil et qu'ils ont soulevé de la fonte Mm. pendant tout l'été, quoi. C'est assez incroyable. Non, mais c'est parce que prendre de la masse comme ça en si peu de temps, Mm. c'est pas déconnant. Bah, faut y Après, aller quand même. après, Raoul, il a fait de la rééducation, donc il en a peut-être profité pour encore se muscler un peu plus avec des séances supplémentaires, tu Mm. vois. Donc c'est plutôt intéressant hein, Après, c'est avec comme mine de rien à à ce ce niveau-là. niveau-là, quand ton corps change à ce point-là. C'est pas évident de t'adapter Mm. à ce nouveau corps-là parce que tu es plus lourd, puisque tu as plus de masse musculaire et que tu as peut-être moins de fluidité, tu vois. Donc il y a aussi une adaptation d'Averse de ce côté-là. Alors après, on va pas faire un sujet sur Averse, mais en tout cas, juste pour souligner que la transformation, elle est assez importante. Et vous avez raison de signaler que finalement, même si le recrutement s'est fait très tôt, on a quand même un début de championnat qui est assez extraordinaire en termes d'affiches dans les 3 premiers matchs et que, mine de rien, le 17 août, c'est dans 15 jours. Pas un peu plus que Mm. 15 jours, quoi, Dans mais 3 semaines, ouais. Oui, c'est c'est tout vite. quasiment. Mm. Et donc, du coup, effectivement, peut-être que vous avez raison. Là, ils sont à Singapour en tournée. Il va y avoir l'Emirates Cup le 5 et le 9 où là, on va jouer à domicile. Et après, la semaine d'après, c'est Ouais, ça y est, direction on se lance là. Hein. C'est le Manchester championnat. Hein. United. Donc, Ouais, ça y est. ouais, Mm. avec tout C'est l'historique que l'on a parti. contre ce club-là, où on est capable de se foirer. Donc, finalement, on n'a jamais été aussi près, on va dire, en termes de recrutement euh, cette année que les autres années. Quand on voit les recrutements qu'on a fait Mm. l'année dernière, avec notamment Merino, l'épisode Merino qui a traîné il y a 2 ans, les divers recrutements qui ont été faits, c'est assez incroyable qu'à ce moment de la période estivale, on soit aussi près. Mais en même temps, tout va s'enchaîner très très rapidement. Et il faut le dire, on a joué contre Milan il y a pas longtemps de ça. Il y a eu des très belles choses qui ont été vues pour un premier match de préparation. Encore une fois, hein, il faut savoir raison garder. On est dans un match de préparation où les préparations physiques sont diverses en fonction des championnats, des équipes. Donc il y a aussi beaucoup de fatigue, mais en termes de jeu, de ce qu'on a vu dans le jeu, c'était assez prometteur en tout cas. Oui, Cynthia. C'est aussi ça, en fait, justement, j'aimerais souligner, c'est effectivement, il va arriver, c'est quoi sa condition? Tu sais, bah, la saga, elle a duré quasiment un mois et demi, voire 2 mois. Ouais. Quelle est la forme émotionnelle qu'il aura? Je Alors, pense qu'il sera content. Mais, ouais, ces deux aspects, mais ouais. sur l'aspect physique, j'ai vu pas mal d'articles où en fait il a une préparation individuelle, où physiquement, visiblement, Hmm. il est quasiment au niveau
de ses nouveaux coéquipiers, quoi. C'est-à-dire que le mec, il a pas fait de Ok. la plage pendant 3 semaines, tu vois. Et sur le point Ok. émotionnel, c'est super intéressant parce que j'en ai parlé en début d'épisode, j'allais dire l'entretien, en Hmm. début d'épisode, pardon. Mais on peut peut-être prendre le temps parce que c'est un joueur qui était, en tout cas, c'est un poste qui était attendu. Je pense que on avait fait un sondage à l'époque entre Guillaume Quérez, pardon, et Sesco, et dans le Hmm. sondage, c'était Guillaume Quérez qui était ressorti Gyökeres l'avait emporté. Ouais. dans la fanbase. C'est un joueur qui a très clairement été au clash avec son club en disant non, je ne reprendrai pas avec vous cette saison. Je veux aller à Arsenal. Il l'a dit à son club, il l'a dit à son agent, il l'a dit à Arsenal, il l'a fait comprendre aux supporters d'Arsenal. Visiblement, il aurait le numéro 14. Donc, sur le plan émotionnel, est-ce que d'arriver dans un club, dans un top club mondial, avec tout ce que tu as mis en place pour y arriver, les annonces directes ou indirectes, et le poids de ce fameux numéro 14, comment? Parce que je connais un joueur qu'on a vendu, très bien vendu même, qui avait le numéro 14. C'était pas bon. Le dernier bon numéro 14, c'est quoi? C'est Walcott? Ouais, il y avait Aubameyang, été c'était pas Walcott, mal. ouais. Aubameyang. Ouais, Aubameyang, il avait le Aubameyang, 14. Hmm. pas faux, Il a ouais. marqué des buts, hein, quand même. Il a Il a mal marqué des fini, buts. mais oui, mais il a mal Ouais. fini, ouais. Donc, Ouais. donc voilà, donc l'aspect émotionnel, je pense qu'il va être plus important que l'aspect physique. Après, ça va être aussi de s'intégrer dans un système de jeu. C'est-à-dire, on en a parlé dans les débriefs de la saison et dans le bilan d'Arteta, où je soulignais qu'Arteta, il est dans le multi-contrôle, c'est-à-dire que chaque déplacement de chaque joueur, tu as l'impression que c'est vraiment travaillé au mètre carré près. Et donc, il va falloir aussi que Gyökeres puisse intégrer, absorber, digérer toutes les différentes phases de jeu qui vont être travaillées et que la plupart maîtrisent maintenant depuis 2 voire 3 saisons. Hein. Je veux dire, Saka devant, il est là depuis qu'il est bébé, de toute façon, il est né, il est né à Arsenal. Havertz, c'est sa 3e saison chez nous. Ødegaard, c'est sa 5e saison chez nous, je crois, d'un point de vue offensif. Martinelli, pareil, j'en parle pas, ça fait plus de 5 ans qu'il est là. Donc, c'est quand même des schémas qui sont maîtrisés, même si on sait que l'Arteta aime commencer les saisons avec toujours une nouveauté, mais ça peut être intéressant. En tout cas, il y a du boulot pour lui, je crois. Julien, dans les stats que tu avais ressortis, qui commençaient à être vachement intéressantes, pareil, je voulais donner une précision, c'est que son pourcentage ou son percentile de passes réussies, c'était 77 versus 80% pour Havertz. Encore une fois, j'invite toujours et c'est là où j'ai un problème avec les stats, j'invite nos auditeurs toujours à pondérer ces stats. C'est-à-dire que si on est sur un profil peut-être équivalent. On est sur des championnats différents. On a eu le même cas, j'ai eu la même remarque avec Louis quand on avait fait l'épisode sur Zubimendi. Je sais plus quelle stat il me donnait. Pareil, c'était une stat dans un championnat espagnol. Je pense que dans le championnat portugais, il y a moins de densité, il y a moins de physique aussi. Donc, c'est 77% au Portugal. Quand tu les transposes en Angleterre, est-ce que c'est plutôt 50, 60, ou est-ce qu'il va rester sur ces 77, 78%? Voilà, donc c'est là où les stats sont intéressantes pour voir quels sont les points forts du joueur à un instant T, quels sont ses points à améliorer, notamment le jeu de tête. On se rend compte quand tu vas sur FBRF, je sais pas si tu l'avais souligné, Julien, ou pas, ou si tu l'avais remarqué, mais Moi, je l'avais noté, c'est pas un grand ouais, finisseur de tête, ouais. ouais, tu vois, en termes de jeu de tête, je crois qu'il est, c'était quoi, dans le 27e percentile, un truc comme ça? Ça se peut? Ouais, ça doit, Euh, ça, j'ai, Hmm. j'ai à peine 10 buts de la tête sur tous ces buts avec le Sporting, quoi, en gros. ouais, c'est pas duel gagné, il est dans le 18e percentile. Ouais. Donc voilà, donc il va aussi falloir qu'il se tape des Van Dijk et compagnie quand on va jouer contre Liverpool. Bah, être costaud, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir aussi très rapidement pouvoir s'intégrer à la spécificité que représente et à la difficulté que représente la Première Ligue. En tout cas, j'ai l'impression, alors,
Nitina, toi, tu l'as annoncé haut et fort. Tu es dans la hype absolue de Guillaume Quérez, en tout cas Ah, dans son recrutement. je suis content. Euh, Julien, toi, t'es déjà dans le bus, t'es Moi, comment? je suis content. Je vais attendre de voir parce que, comme on l'a dit, il y a quand même un petit passif en Angleterre où il a mis du temps à scorer. Je pense qu'il va scorer et que ça va fonctionner. Moi, je serais content surtout si, j'étais surtout content du deal en fait qui a Hmm, été plutôt bien négocié par Bertha parce que entièrement quand on d'accord. parlait tout à l'heure de Isaac ou de Šeško où c'était à au moins 100 voire plus de 100 millions d'euros pour certains, c'est que j'ai l'impression que Gyökeres aussi va nous permettre de faire encore un joueur devant pour aller vraiment sur cette profondeur d'effectif que je parlais en début d'émission qui nous a fait tant défaut et c'est ça surtout moi qui m'intéresse. Évidemment que Gyökeres, je vais l'attendre et je vais espérer que on a un grand numéro 14 la saison prochaine à Arsenal. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu des grands numéros 14. T'en parlais. C'est vrai que le dernier vraiment référent c'est Walcott. Euh, Plutôt hypé quand même. Plutôt hypé quand même. C'est un joueur qui, on a rappelé ses stats tout à l'heure, qui c'est un mec qui met des buts et qui ce qui fait défaut à Arsenal cette dernière saison. Euh, Maintenant, attendons de voir. Je suis un peu plus, je reste un petit peu plus sur ma réserve Plus que prudent, Nick. ouais, Un ouais. Non, mais sûr, petit je peu. comprends. Parce que, hein, c'est toujours pareil. On peut être emballé par la venue d'un joueur. Pareil, en préparant. Vous connaissez les gars la même préparation. Hein. C'est trois articles lus en diagonale sur mon téléphone pendant que je faisais popo, mais en tout cas, de ce que j'ai lu, c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance, comme beaucoup d'attaquants d'ailleurs, hein, j'invente rien. Et je pense que l'une des clés de la réussite, ça va être sa capacité à marquer rapidement et à être en confiance. Alors c'est un joueur qui doute très peu, mais un attaquant qui ne doute pas, c'est très bien, mais à un moment donné, un attaquant qui ne doute pas et qui concrétise, c'est mieux. Donc du coup, je vais plutôt rejoindre moi Julien à 80%, c'est-à-dire que je suis hypé par le deal, clairement. On est sur un des trois noms d'attaquants qui circulaient. Attends, allez, peut-être quatre avec étiquette, équité. Ouah, bref, vous l'aurez Tiki-tiki. compris. Ouais, Étiqueté. ouais, voilà, Étiqueté. vous l'aurez compris. Ou Mais l'étiquette, comme tu veux. Tu fais ce que tu veux avec mais il y a ça. Isaac Hugo, là, allez. il y a Ouais, voilà. Isaac qui est quasiment inatteignable pour personne. Il y a Chesco, on sait pas trop ce que ça donne parce que là, du coup, on n'en parle plus du tout. Il y avait Guillaume Quérez, quand même et peut-être un ou deux autres. Mais je pense que en termes de rapport qui a été pris, on a fait une vraie belle opération. Bravo Bertha dans les négos et voilà, on nous a dit soyez patients, etc. Ayez confiance. Bah, c'est pas toujours évident parce qu'on se dit ok, mais si t'as un club, parce que Manchester, on l'a pas dit, je ne l'ai pas dit, pardon, en introduction, mais Manchester était quand même rentré dans la danse, même si Manchester n'est plus du tout excitant, bandant, ce que l'on veut. Ils ont beaucoup d'argent, ça fait des années qu'ils mettent beaucoup d'argent et qu'ils gaspillent leur argent par les fenêtres. Mais en tout cas, ils s'étaient manifestés et à partir du moment où Gyökeres a dit, mais moi je veux Arsenal et je ne veux que Arsenal, c'était plutôt rassurant. Après, effectivement, bah, le président du Sporting a fait le taf qu'il doit faire. Il a essayé de récupérer un maximum d'argent sur un joueur qu'il n'a pas payé très très cher, mais voilà, il y a des plus-values. On a parlé de cette notion de bonus. Je pense aussi que la notion de reversion d'un certain montant du transfert aux autres clubs joue ont dû jouer dans la balance parce que clairement je pense que le Sporting ne prend pas 63 millions et demi et que Coventry voire Brighton vont s'en mettre un petit peu dans la poche. Donc voilà, donc l'épisode a été long, ça s'explique. On aurait aimé que ça soit plutôt parce que ça aurait permis à certains supporters d'être rassurés plus rapidement. Mais en tout cas, il est chez nous, il est bel et bien chez nous, et ça peut être une belle histoire d'amour qui s'écrit. Des Suédois, on en a eu quelques-uns. Ça n'a pas toujours été exceptionnel. Ils ont pas tous Euh, été Freddy Ljungberg. Ouais. ouais, en fait, moi j'en ai deux en tête. J'ai Lumberg où de toute façon, t'as rien à dire, ok, respect, je t'aime. Il y a Kim Kallström. Ah ouais, ah ouais. Kallström de Lyon qui a fait des apparitions C'était mais un prêt, hein. c'était pas ouf ouais c'était pas Ouais. ouf tu vois donc Ouais. après je sais pas faudrait peut-être en trouver un ou deux Là, autres mais je suis même pas sûr qu'on ait là, on était, trouvé
Là, on était tombé très bas, là. Après, t'avais Ah, dû, c'était l'époque où c'était très ouais, très compliqué, tu vois. ouais, C'était marrant. ok. C'est très très loin, mais c'était Ouais, ouais, marrant dans certains cas. pas pour moi ou pour tout supporter d'Arsenal, c'était pas très marrant, mais bon. Alors après, quand tu regardes par où on est passé, on s'est dit, voilà, les vrais de vrais Ah, sont restés, tu vois. Et puis ouais, voilà. c'est ça. Après, t'as Sébastien Larsson également, qui est Hum. suédois et qui était formé chez nous. Ouais, il y en a eu des footballeurs suédois hein, Voilà. En tout cas, on chez nous quand espère même. que ça fera Mm. partie des Suédois qui y réussiront et que voilà, moi, je suis prêt Ouais, à être. Alors, vous savez, bah, Nitinia, toi plus que Julien, euh, ouais. tu connais mon attachement à Kai Havertz. Voilà, maintenant, s'il y a un vrai numéro 9 qui peut mettre tout le monde d'accord, je prends. Voilà. Je continuerai à dire que Kai Oui, Havertz a beaucoup de football, évidemment. qu'il est très intelligent. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir les premières apparitions de Guillaume Quérez et de voir un petit peu à quoi il ressemble avec un maillot rouge et blanc frapper du canon. Ça peut être Mais super Kai Havertz, intéressant. il peut aussi faire autre chose, hein. Faut se rappeler qu'il a été formé en tant que meneur de jeu. Et Bah, on peut il se a commencé rappeler son aussi ses histoire aussi avec débuts. Ouais, ouais, bien Arsenal. sûr. Mais on peut se rappeler ses débuts avec Arsenal où il joue en 8 où ça a été très compliqué pour lui. Ouais. Après, je pense que, sincèrement, Arteta compte beaucoup sur lui. Je pense qu'il aura beaucoup moins de temps de jeu. Mais la question d'Avertz, si Guedes performe, on va vite se la poser, hein. Et d'ailleurs, on se l'est posé à un moment donné dans plusieurs épisodes. On a dit, de toute façon, cette année, il faut le garder, mais après, l'année prochaine, il y a la question de voir comment Gyökeres aura performé et de voir ce que peut nous apporter Kai Havertz. Mais moi, j'adore ce joueur, je le dis, je le répète. Dans l'intelligence du placement de jeu, c'est là où j'attends aussi les premiers matchs de Gyökeres pour voir si il a cette intelligence de jeu sans ballon, auquel moi je porte beaucoup d'importance. C'est-à-dire de regarder un Mm. joueur quand il a le ballon, c'est très bien. De regarder les déplacements sans ballon d'un joueur, de l'espace qu'il va laisser libre, tu vois, c'est super intéressant aussi quand tu aimes ce genre de football. Enfin bref, on verra bien. Messieurs, l'épisode touche à sa fin. Est-ce que, Julien, dans les statistiques que tu avais relevées, tu as d'autres choses à dire ou de façon générale, tu as d'autres choses à dire sur Guillaume Quérez? Non, on avait fait un peu le tour. Si on peut comparer juste vite fait, qu'est-ce que c'est que Gyökeres? L'année dernière, Gyökeres, c'est 54 buts sur la saison. Et Arsenal, c'est 69 buts en PL. Donc on est pas loin et on voit que le mec, c'est vraiment un serial buteur. Je note juste un petit truc, c'est que ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle de Gyökeres et de l'attaque d'Arsenal. On n'a toujours pas mentionné le nom de Gabriel Jesus, qui est toujours là. Ouais, Et, ouais. Qui est qu'on cherche à vendre, oui, clairement. c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il est vendable ou pas? J'en sais rien, mais Ah bah mais là, oui. il est encore blessé, hein, donc Ouais, 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 pour ouais. moi, il est Après, c'est plus un que épisode vendable, hein, spécial pour Guillaume moi. Quérez. Donc, Gabriel Jesus, Voilà. on fera certainement un bilan de mercato et puis on verra. Parce que, ah oui, c'est ça, je Mm. voulais rebondir. Pardon, Julien, excuse-moi. Tu disais J'en que prie. l'achat de Guillaume Quérez à ce montant-là permettrait probablement de faire encore une acquisition en attaque. Je suis relativement d'accord avec toi, mais je pense que maintenant, le club va se dépêcher d'essayer de vendre. Parce que je pense que sans vente, je vois pas. Je vois pas un gros arriver. Ça me paraît Non, il faut compliqué. absolument vendre un des deux. Enfin, pour moi, il y Bah, a Martinelli ou Trossard ou Trossard. Martinelli. Alors, je Ouais. préférais que ce soit Trossard que Martinelli, mais voilà, c'est encore un avis très personnel. Je préfère Gabriel regarder Martinelli Jesus, aussi, ouais. ouais, c'est. Voilà. En tout cas, Bah, déjà, affaire à c'est un joueur suivre. formé au club. Mm. En C'est tout un cas, joueur formé au club, il- contre un Trossard. Ah, ouais. Et puis l'âge Mm. n'est pas le même. Probablement qu'il y a encore de C'est la ça. progression du côté de Martinelli, même si beaucoup de gens en doutent. Mais voilà. En tout cas, voilà, on est dans la hype du recrutement, clairement. Il y a d'autres épisodes qui vont suivre avec d'autres découvertes de nouveaux joueurs. Donc voilà, l'été s'anime enfin. Donc c'est plutôt cool. Nitinia, on te retrouvera également très prochainement dans un face-à-face Oui, euh, oui, que, oui, que j'ai bientôt, que très, très j'ai que j'ai bientôt. que j'ai hâte de préparer et de publier. Et ben, moi, Euh, pareil. Julien, au nom de toute l'asso et puis au nom des auditeurs, on te souhaite bien sûr la bienvenue. Donc on aura le plaisir de te lire, Merci, ouais. probablement de t'entendre des fois sur le podcast. La petite promo de l'asso, Arsenal French Club, c'est des réseaux sociaux, Twitter, Blue Sky,
on en parle très peu. Instagram, bien évidemment, c'est également un site internet très très riche en termes de contenu, en termes d'analyse, en termes d'articles. C'est Coup de canon, le fameux podcast que vous êtes en train d'écouter. Soulignons aussi peut-être, Nitinia, que nous avons fêté, Nitina et Julien, nous avons fêté notre millième abonné sur Spotify il n'y a pas très longtemps. Alors peut-être que les gens, ça le fera sourire. Mais 1000 sur Spotify, sans compter les autres plateformes, nous on est assez fiers. Le podcast continue de grandir, donc n'hésitez pas à parler de Coup de canon autour de vous, à vos potes pro Arsenal qui s'abonnent, qui like, qui commentent. Voilà, on attend vos commentaires bien évidemment sur les plateformes qui le permettent, sur YouTube, sur Spotify. On se fera un grand plaisir d'y répondre. Le début de championnat approche, on est tout excité du bon côté des choses. Et puis, hâte de vous retrouver pour de prochains épisodes. Nitinia, Julien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, pardon. Je vous embrasse. À nos auditeurs, je vous dis à très bientôt. Et comme on a l'habitude de le dire ici, Come on Gunners, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.